Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Avant de commencer cet épisode 148 des News Gaming, j'aimerais vraiment m'excuser pour les fans PlayStation. Non, vous n'êtes pas dans une chaîne dédiée à Xbox, même si aujourd'hui, beaucoup de news seront centrées sur Xbox, sur Phil Spencer. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement, c'est l'actu qui est comme ça pour aujourd'hui, avec beaucoup de choses. Il y a eu les leaks qui viennent tout juste d'être diffusés partout sur Internet, donc il y a des choses qui ressortent. Le Tokyo Game Show, où Phil Spencer était présent et il a répondu à beaucoup de questions de beaucoup de médias, parce que oui, l'archipel japonais est un gros problème pour Xbox, mais ils essayent, et donc il y a des nouveautés, des choses qui arrivent. Alors, n'ayez crainte, les news, l'actu PlayStation arrive. Peut-être même que l'épisode de demain sera entièrement centré sur PlayStation. Je l'espère, parce que je répète, on n'est pas dans une chaîne d'un fan Xbox, on n'est pas dans une chaîne d'un fan PlayStation, ni Nintendo, ni quoi que ce soit. Peut-être un peu Sega, je l'avoue. On est surtout dans la chaîne d'un fan de jeux vidéo dans son ensemble. Si demain je pouvais faire une news centrée sur la PC Engine, j'adorerais la PC Engine qui est juste en bas, l'emballage là, avec les scotch. C'est une PC Engine Core Graphics. Un jour, je la déballerai pour vous, les amis. Alors, n'ayez crainte, PlayStation revient. Là, aujourd'hui, désolé, c'est centré Xbox. Et on démarre donc tout de suite l'épisode 58 des News Gaming, les amis. Allez hop, c'est parti. Bon, avant de commencer véritablement les news gaming traditionnelles quotidiennes, je vais répondre à une question de l'un d'entre vous, Delirio Planet. J'espère que tu pourras voir cette vidéo concernant quelques objets que j'avais derrière moi. Concernant un objet qui pouvait ressembler, en tout cas pour toi, à une console. Cet objet, le voici. Alors, voici, je pense que c'est de ça que tu voulais parler. Comme tu peux le voir, ce n'est pas une console du tout. Pour pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est que ça, parce qu'en fait, c'est une réplique de quelque chose qui a réellement existé dans les années 80. Ça s'ouvre, et à l'intérieur, il y a des jeux en format disquette. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, à quoi ça correspondait et pourquoi est-ce que ça existait, il faut revenir sur autre chose. Autre chose, justement, même ça, j'en ai parlé dans une vidéo, dans la playlist Retour vers le passé, où de temps en temps, je reviens un petit peu sur le passé du jeu vidéo, en utilisant des objets que j'ai derrière moi. Et dans cette vidéo, où je parlais de la toute première console de Nintendo grand public, parce qu'il y en avait d'autres un petit peu plus énigmatiques ou anecdotiques plutôt, chez Nintendo, mais la première que nous on connaît, c'est la fameuse NES, la console Nintendo grise et noire, qui ressemble plus ou moins à une grosse boîte où on mettait des grosses cartouches devant avec la façade qui s'ouvre. Bien, il faut savoir qu'au Japon, ils avaient aussi une NES, mais qui ne portait pas ce nom de NES. Au Japon, ils avaient ça, ici. Là, c'est en gros l'équivalent de la NES française, ou celle qui était même aux États-Unis, mais pas seulement, parce qu'en Corée du Sud, ils avaient aussi la même NES que nous, la fameuse boîte grise. Mais au Japon, ils avaient celle-là, la Family Computer, ou plutôt la Famicom, la Nintendo Famicom. Il faut savoir que cette console, c'est exactement la même chose que la NES que nous, on a connue, sauf que le design est totalement différent. Ça, c'est la toute première grande console de Nintendo vendue au grand public, et en très grande quantité. C'est là que véritablement l'histoire de Nintendo a débuté, l'histoire du jeu vidéo a débuté. En France, on avait des grandes cartouches grises, il y en a au fond, tu vois par exemple, je pense Super Mario Bros qui est tout au fond, et au Japon, les jeux pour cette console, c'était sous ce format de cartouche. J'en ai quelques-unes, là je t'ai sorti le légendaire Tetris, c'est d'ailleurs le premier Tetris de l'histoire, celui qu'il y a dans le fameux film d'Apple, le film Tetris, qui est plutôt pas mal, vraiment, avec ici sa boîte de Tetris. Et d'ailleurs, si on fait attention, il y a le nom du programmeur russe qui a fait le jeu ici, et le nom de la boîte, de l'entreprise du gouvernement russe, Elorg, elle est mentionnée ici, qui s'occupait donc des droits de Tetris, et ça a été une vraie galère pour les Occidentaux de récupérer les droits de ce jeu, avec en plus de ça, un passage vraiment sympa dans ce film, c'est que on y retrouve l'acteur dans les locaux de Nintendo à Kyoto à l'époque, où il fait la rencontre de Gunpei Yokoi. Je vous ai parlé de ce personnage aussi dans Retour vers le passé, dans la playlist Retour vers le passé, ce personnage incroyable de Nintendo qui a créé
ici derrière moi les Game Watch, qui a créé la Famicom aussi, qui a travaillé avec Miyamoto, le papa de Mario, qui a créé énormément de choses. Ceux qui connaissent la console WonderSwan, la console de Bandai, c'est Gunpei Yokoi aussi qui l'a créé. Ce personnage nous a quittés d'une façon un peu tragique, c'est bien dommage, mais c'était un pur génie. Et donc, pour comprendre le fonctionnement et à quoi servait ça, eh bien, au Japon, Nintendo avait sorti une machine assez étrange qui était compatible avec la Famicom que je vous ai montré. Ben, c'est ceci, un lecteur de disquette, tout simplement. Un petit peu de la même façon qu'on pouvait avoir sur les anciens ordinateurs. Hein, ceux qui se souviennent par exemple de l'Amstrad CPC, on pouvait avoir ce genre de choses, ou les Atari, bref, c'était des choses assez communes, hein, un lecteur de disquette. Ça, c'est pour la console. On posait la console par-dessus. Il y a une interface qui se branche derrière, que j'ai, qui se branche sur la console, sur le dessus, et vous vous retrouvez avec une console, son lecteur de disquette juste en dessous. Voilà, ça se passe donc de cette façon. Tu as la console au-dessus, la fameuse NES, mais en version japonaise, avec ses manettes qui sont liées à la console. Les manettes sont ici, voilà. Et donc, le fameux lecteur de disquette en dessous, il y a un câble qui sort derrière avec une grosse interface qui vient s'enficher dans le port cartouche de la console et donc qui fait le lien de communication entre la console et le lecteur disquette. Tout marche parfaitement, je l'ai déjà utilisé plein de fois, j'ai essayé par exemple Zelda en disquette dessus. C'est incroyable de pouvoir se remémorer et rentrer un petit peu dans l'histoire du jeu vidéo avec ces machines. Et à l'époque, au Japon, il y avait donc, avec ces disquettes, Nintendo avait commercialisé ce genre de machine. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'avec ce lecteur de disquettes, les disquettes étaient réinscriptibles. Du coup, en fait, quand tu avais terminé le jeu plusieurs fois, bah, tu pouvais réinscrire un autre jeu dessus. Ça semble complètement fou aujourd'hui d'imaginer ça, avec bah, le dématérialisé, avec l'impossibilité des fois de faire tout ce qu'on veut avec le jeu vidéo comme à l'époque. Mais à l'époque, oui, chez Nintendo en tout cas, c'était possible. Il suffisait juste de se rendre chez un marchand de jeux vidéo. On se retrouvait avec une borne comme celle-ci. On voit exactement la même chose que je viens de montrer. Et on y voit en façade plusieurs jaquettes de jeux. On y voit par exemple Mario au centre. En haut, on voit encore cette machine ici. Là, les jaquettes elles sont manquantes. Mais en fait, avec les jaquettes, et on voit à droite comme des étiquettes jaunes. Les étiquettes jaunes, c'est en gros hein, le choix du jeu. Vous mettez la disquette qui se trouve ici, par exemple. Vous avez terminé. Là, pour la petite histoire, c'est le premier Zelda de l'histoire du jeu vidéo. Avant de sortir en format cartouche, il était sorti en format disquette. Tu as fini ton Zelda plein de fois, voilà, tu as envie de changer de jeu, tu n'as pas envie de garder celui-ci. Tu ramenais ta disquette au marchand. Le marchand, il insérait la disquette dans l'appareil. Tu payais 3 euros. À l'époque, c'était 3 euros. Tu choisissais un autre jeu et la machine inscrivait le nouveau jeu dans ta disquette. Le marchand te donnait une nouvelle étiquette que tu collais en façade. Et le tour était joué. Tu repartais avec un autre jeu dans la disquette que tu avais. Ça pouvait être Mario, ça pouvait être ce que tu voulais. Tu pouvais l'écrire, c'était des disquettes réinscriptibles. Du coup, sur le marché du jeu vidéo disquette pour Nintendo, tu pouvais acheter des jeux disquettes comme ça hein, dans le marché, ou alors tu avais la possibilité de réécrire des nouveaux jeux sur ta disquette. Là, ici, tu as Zelda 2, le premier aussi Zelda 2 de l'histoire. Avant, les jeux, certains jeux, hein, Mario et surtout Zelda étaient d'abord sortis en format disquette avant de sortir en version cartouche. Et donc ici, tu as une sorte de réplique miniature de cette fameuse borne de réécriture de jeux sur disquette Famicom pour le Famicom Disk System qui était donc compatible avec la console japonaise seulement. Ce Famicom Disk System a débuté sa carrière en 1986, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 90. Il s'est vendu autour des 4,5 millions d'exemplaires et le support technique de Nintendo concernant le Disk System a été jusqu'en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Je vais te confirmer ça, c'était 2007 même. 2007 pour le support technique de ce Disk System. C'est un petit peu, en gros, l'histoire du jeu vidéo. C'est très intéressant. Et on voit ici la borne donc Disk System. Et à gauche, sur une espèce d'étagère, on voit un objet sur une sorte de trépied rouge et noir.
c'est le Virtual Boy, c'est la première console, entre guillemets, de réalité virtuelle. C'était du Nintendo, ça a fait un flop monstrueux, mais cette machine était aussi l'œuvre de ce fameux Gunpei Yokoi, le papa des Game Watch, le papa qui, en fait, il a relancé véritablement le Nintendo vers le jeu vidéo, et à partir de là, ça a commencé. Il a travaillé avec Miyamoto, par exemple, avec plein de légendes de chez Nintendo qui font qu'aujourd'hui, Nintendo, ils sont ce qu'ils sont, avec un succès colossal, des franchises absolument dingues. Et ça fait partie vraiment de l'histoire du jeu vidéo. Voilà Delirious Planet concernant ce que tu avais vu derrière. Pour l'autre objet, tu m'avais parlé de quelque chose à gauche. Alors, je ne sais pas si tu parlais de ça. Ça, je pense que tu la reconnais. La fameuse Game Boy, la toute première de l'histoire. Celle d'ailleurs qu'il y a dans le film Tetris, où l'acteur voit le premier prototype de la Game Boy, avec donc ce fameux Gunpei Yokoi et le président de Nintendo de l'époque. Elle est entièrement fonctionnelle, avec des jeux, Tetris, bref, on connaît. Si tu parlais pas de ça, peut-être que tu parlais de celle-ci. En fait, c'est la même que l'autre, mais en version mini. Tu sais, certains fabricants, Sega, Nintendo et d'autres, ont sorti des versions mini de leurs machines de mode avec des jeux qui sont intégrés dedans. On y voit, il y a une grande liste de jeux qui sont intégrés dedans. Celle-ci vient du Japon, direct de Tokyo. Je l'ai acheté là-bas, dans le quartier d'Akihabara. Et c'est en gros la même chose que par exemple la NES Mini, que la Mega Drive Mini, sauf que là, c'est la version japonaise, la Famicom Mini, qui fonctionne parfaitement pour fêter les 30 ans de cette console. Voilà pour l'histoire. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Si c'est le cas, on va démarrer les amis, tout de suite les news gaming. Si vous avez aimé Star Wars Fallen Order et puis aussi le dernier numéro en date, Jedi Survivor, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un troisième épisode. Eh bien, vous savez quoi? Apparemment, Respawn a commencé le travail sur un troisième épisode de cette saga de Star Wars, avec quelque chose qui a été dévoilé par l'acteur qui interprète le héros du jeu, Cameron Monaghan. On voit ici au centre, qui interprète donc Cal Kestis, qui était par exemple le héros de ces deux premiers épisodes de Star Wars, a déclaré quelque chose de très intéressant avec une seule phrase qui a mis un petit peu le feu aux poudres. Nous travaillons sur un troisième jeu et nous sommes en train de le faire en ce moment. En tout cas, voilà, il n'y a pas de doute permis. Respawn Entertainment a débuté le travail sur un troisième épisode de Star Wars. Alors, est-ce que ça va reprendre un petit peu le même thème, la même suite, ou est-ce qu'ils vont se baser sur autre chose? On sait que Star Wars, c'est un univers extrêmement riche, surtout avec les dernières réalisations autour de cette licence. Par exemple, Ashoka, qui est sortie il y a très très peu de temps, qui pourrait donc venir aussi dans Star Wars, développé par Respawn. On a aussi les toutes dernières séries sur The Mandalorian. On verrait bien, pourquoi pas, arriver un jeu vidéo qui mettrait en avant le personnage de Din Djarin. En tout cas, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Morgan a donc déclaré que oui, un troisième épisode est en train d'être débuté au niveau du travail. On ne sait pas du tout à quel niveau du travail ils en sont. Je pense que c'est vraiment que le début au niveau de l'écriture du scénario, ce genre de choses. Peut-être que le développement du jeu vidéo en lui-même, au niveau technique informatique, n'a même pas encore vraiment commencé. Mais c'est tout de même une bonne nouvelle. On verra un petit peu comment ça va évoluer, toutes ces choses, toutes ces informations. Le jeu actuel, Jedi Survivor, récupère toujours du contenu et surtout des améliorations pour pouvoir le rendre encore plus performant au niveau des fréquences d'affichage. Surtout, on sait qu'il y avait quelques petits soucis, que ce soit sur PC ou sur console. Maintenant, le jeu atteint assez facilement les 60 FPS en mode performance. C'est une bonne chose parce que c'était quand même quelque chose qui était assez attendu et surtout promis. Du coup, le jeu est plutôt agréable. Il est franchement pas mauvais du tout. On attend la suite concernant un futur Star Wars. Alors pour l'instant, on n'a vraiment pas de nom, on n'a rien, aucun détail. Sauf que oui, apparemment, le travail a débuté pour un troisième épisode donc de Star Wars chez Respawn. Alors en ce moment, Starfield est sur toutes les bouches dès qu'on aborde l'univers de Xbox. Mais très bientôt, le mois d'octobre arrive, il y a Forza aussi qui va débouler à très grande vitesse. D'autres jeux vont arriver aussi prochainement. Il y en a un qu'on mentionne souvent, qui à chaque fois qu'il se montre dans des vidéos, dans des trailers, montre une réalisation technique qui a l'air absolument magistrale. Le jeu est la suite d'un jeu qui était déjà très très bon, c'est Hellblade 2. Vous l'avez compris, le jeu de Ninja Theory est sur toutes les bouches très très régulièrement. À chaque
showcase, à chaque prise de parole d'Xbox, on entend souvent parler de ce titre qui est très attendu, avec un développement long, très très long. Et des fois, on se demande, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils prennent du retard? Est-ce qu'ils rencontrent des soucis? Quand est-ce que le jeu va sortir? Alors, entre nous, le jeu n'est pas prévu pour tout de suite. On parle de l'année prochaine, 2024, et à mon avis, ce sera vraiment comme ça, courant 2024, probablement la deuxième partie de l'année 2024. Mais en tout cas, Ninja Theory a dévoilé, a partagé une image très intéressante que je vais vous montrer, quelque chose qui rassure un petit peu, surtout la communauté Xbox, surtout les fans de Hellblade. L'image paraît assez anecdotique. On y voit un groupe de personnes devant un écran, sauf que cette image a été postée sur la page Twitter ou X officielle de Ninja Theory avec un joli petit message qui veut tout dire, et je cite: rien ne vaut de rassembler tout le monde, en gros il parle de l'équipe, pour jouer au jeu, car oui, je vous annonce les amis que Hellblade 2 est en gros, techniquement parlant, terminé. Le jeu est jouable de bout en bout, du début jusqu'à la fin. Alors ça ne veut pas dire qu'il va sortir demain, on va éviter de s'enflammer, il reste tout de même pas mal de travail, des recherches et des corrections de bugs, des optimisations. Ce n'est pas parce que le jeu est jouable que ça veut dire qu'il est parfait. On s'entend bien. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le développement s'est très bien passé, ou en tout cas se passe toujours très très bien, qu'il arrive à son terme prochainement. Ça ne veut pas dire qu'il va sortir ni demain ni dans une semaine. L'équipe de développement table toujours pour l'année prochaine, 2024. Mais tout de même, ça fait plaisir de voir que toute l'équipe s'est réunie. On peut imaginer aussi les acteurs qui ont participé au motion capture, les cascadeurs qui étaient là pour pouvoir découvrir le résultat de leur travail, pour pouvoir s'essayer au jeu, pourquoi pas pouvoir y jouer. C'est fort probable aussi. C'est une bonne nouvelle. Tous ceux qui attendent avec impatience Hellblade 2 peuvent être assurés. Le travail semble de qualité, ou en tout cas quasiment terminé. Il suffit de peaufiner un petit peu tout ça, régler plein de petits détails, optimiser, rechercher et régler des bugs. En tout cas, ça sent très très bon pour Hellblade 2. Avec les récents historiques leaks concernant Microsoft, Xbox, avec leur stratégie, leur philosophie dans le jeu, leur vision pour le Game Pass, les nouvelles consoles qui vont arriver, y compris les refreshs de celles actuelles, on avait appris aussi, on avait vu que Microsoft était parfois obligé de payer très très cher la venue d'un jeu AAA, par exemple, dans le service d'abonnement Game Pass. Alors, c'est tout à fait logique. Un jeu AAA, ça coûte cher à produire en développement, et le mettre quasiment, entre guillemets, gratuitement sur le Game Pass, c'est pas viable pour le développeur, ça c'est clair et net. Et du coup, Microsoft est obligé de mettre de l'argent sur la table pour attirer ce jeu dans le service Game Pass. On avait vu que, par exemple, pour un jeu type GTA V, la somme était vraiment incroyable, entre 12 et 15 millions de dollars par mois, juste pour avoir GTA V. Alors quand on voit le succès de GTA V, entre guillemets, c'est mérité, ça reste une somme vraiment importante. Et on avait appris aussi que pour Baldur's Gate 3, la somme était beaucoup plus petite, 5 millions de dollars. Alors entre nous les amis, oui, 5 millions de dollars, c'est une certaine somme, surtout mensuelle, c'est pas rien du tout, mais comparé à d'autres jeux, c'est pas énorme. Et une question a été posée au directeur de l'édition de l'Ariane Studio, qui est le studio à l'origine de Baldur's Gate 3. Pourquoi est-ce que certaines personnes, notamment les responsables de Microsoft, n'ont pas senti le succès arriver de ce titre majeur qui, je rappelle, risque fortement d'être le GOTY de l'année? Et il a répondu de manière assez transparente et très naturelle, en prenant même la défense de Microsoft. Il a dit, pour leur défense, donc, je cite, il parle de Microsoft, tout le monde aussi. Idem avec Divinity Original Sin 2. Cela vient du genre, de la façon dont nous abordons les choses et la façon dont nous les exécutons. Il n'existe tout simplement aucune donnée existante qui aurait pu indiquer à quiconque comment Baldur's Gate 3 allait fonctionner. Nous avons juste dû faire des pas de géant. Donc en fait, il explique très clairement que la manière de travailler de l'Ariane Studio, le fait de développer ce type de jeu qui au départ peut-être ne paye pas de mine, ne donne pas de vraies indications aux grands du jeu vidéo, et notamment par exemple ici Microsoft, qui n'avait pas senti le succès arriver. Quand on voit le succès colossal de ce Baldur's Gate 3, qui je rappelle, risque d'être fortement en bonne place pour atteindre le titre de GOTY de l'année, c'est dommage. Alors le jeu est sorti sur PS5, un succès colossal sur PC. On sait qu'il a pris énormément de retard sur console Xbox Series X,
tout simplement parce que le développement sur la S est assez compliqué, donc ça a retardé l'ensemble du développement. Toujours est-il qu'on le sait maintenant, et d'ailleurs on en a parlé ensemble sur la chaîne des amis, que Phil Spencer s'est entretenu avec les développeurs du studio Larian Studio pour pouvoir faire en sorte de sortir le jeu le plus vite possible sur console Xbox. Et bonne nouvelle, ben, normalement le jeu devrait arriver bientôt. On parle de courant de mois de novembre prochain ou fin novembre prochain. Ça va faire du bien pour les fans de console Xbox de pouvoir enfin mettre la main sur ce titre qui s'annonce vraiment monstrueux. Sur PC, c'est un succès, sur PS5 aussi. Le titre GOTY n'est pas loin, alors il a fort à faire. Hein. Devant lui, il a tout de même, par exemple, un Zelda Tears of the Kingdom, Starfield qui vient tout juste de sortir, qui a un succès colossal, mais je ne sais pas s'il mérite le titre de GOTY. Moi, à mon sens, je le donnerais à Baldur's Gate 3, qui arrive donc bientôt, aussi courant novembre, sur console Xbox. Le Tokyo Game Show vient tout juste de terminer, les amis, et cet événement a été l'occasion pour les médias, surtout japonais, de poser des questions à, par exemple, Microsoft. Alors, on sait que pour Microsoft, le territoire japonais a toujours été un problème. Au jour d'aujourd'hui, la différence entre Sony, PlayStation et Nintendo et Xbox, elle est juste effroyable, mais vraiment effroyable. Et il n'y a pas très longtemps, à la période de la Xbox 360, alors c'était pas vraiment le jour et la nuit, mais c'était quand même pas trop mal. On se souvient qu'à l'époque, Microsoft faisait énormément d'efforts pour avoir de bons jeux AAA, typiquement japonais, sur la Xbox 360, avec un succès certain. Qui se souvient par exemple de The Lost Odyssey, de Blue Dragon, The Lost Odyssey, qui était développé par le papa de Final Fantasy, par exemple. Rien que ça, au niveau carte de visite, franchement, au Japon, ça cause. Et il y a un média qui a posé la question à Phil Spencer s'il était possible de voir arriver ce genre de titre sur les Xbox actuelles. Le média, c'est GameWatt, qui a demandé donc au patron de Xbox, et je cite, ce que j'attends de Xbox en tant que fan de Xbox, ce n'est pas de faire la même chose que PlayStation et Nintendo, mais de produire des titres AAA japonais comme Lost Odyssey et Blue Dragon pour la Xbox. Est-il difficile de répondre à ces attentes? Donc on comprend très bien où veut en venir le média japonais, savoir vraiment si ce genre de jeu, pourquoi pas, serait en développement au sein des studios Xbox. Phil Spencer répond tranquillement en disant, et je cite, « Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez compter dessus. En fait, nous avons sorti Hi-Fi Rush en 2023. Il s'agissait d'un titre plus petit, mais aussi important que Blue Dragon, mais il devait être de grande qualité. » Alors, Hi-Fi Rush est un jeu développé par un studio japonais, même s'il est dans le giron de Bethesda. Et Phil Spencer continue en disant « Les créateurs de jeux japonais font également partie de Microsoft Game Studio et, bien que certains titres ne puissent pas encore être annoncés, nous travaillons également avec des fabricants japonais pour développer de nouveaux jeux. L'environnement de développement s'agrandit, y compris les jeux développés en interne ou en externe, et nous pouvons donc nous attendre à voir plus de titres japonais à l'avenir. » Alors, c'est une prise de parole très intéressante, parce qu'en fait, il le dit très clairement, qu'il y a des jeux en cours de développement qui ne peuvent encore être annoncés. Alors, est-ce que ces jeux-là seraient de la même trempe, de la même envergure qu'un Lost Odyssey qu'on voit actuellement à l'écran, qu'un Blue Dragon ou d'autres? Est-ce que ce sont des titres exclusivement type JRPG ou d'un autre titre, mais toujours dans une ambiance japonaise? Ça, franchement, je ne le sais pas. On ne sait pas du tout, même d'ailleurs, quand est-ce que ces titres pourraient éventuellement être présentés et encore moins quand est-ce que ça pourrait sortir. D'ailleurs, peut-être que Phil Spencer a l'idée en tête que ce genre de jeu pourrait sortir dans la prochaine et 10e génération de consoles, parce que les jeux AAA, c'est long à développer. Hein. Quand on sait par exemple que The Elder Scrolls 6, qui redémarre actuellement son développement chez Bethesda, est prévu pour 2028 au mieux, donc on peut l'imaginer déjà pour la prochaine génération de consoles. Là, pour ce genre de titre, sauf s'il s'agit de remaster, on pourrait très bien voir arriver un remaster de The Lost Odyssey, par exemple, sur la Xbox actuelle. S'il s'agit de nouvelles IP, d'un nouveau gros titre très ambitieux AAA, là, à mon avis, il va falloir attendre vraiment longtemps et se projeter sur les prochaines générations de consoles Xbox. Oui, décidément, je suis vraiment désolé les fans PlayStation, mais l'épisode d'aujourd'hui de News Gaming est très centré Xbox, Phil Spencer, je suis désolé, c'est l'actu qui est comme ça, mais n'en pas douter, très vite, peut-être même dès le prochain épisode, celui de demain, PlayStation va revenir sur le devant de la scène, en tout cas, je l'espère. Mais là, oui, on va retourner sur Phil Spencer, vous le savez, avant d'être un grand dirigeant, c'est le patron de Xbox,
c'est aussi un gamer, un vrai bon gros gamer qui adore vraiment tous les styles de jeu. Et s'il y en a un qu'il aimerait voir revenir sur la console Xbox actuelle, mais c'est la fameuse série de MechWarrior ou Mech Assault qui était à l'époque des premières consoles Xbox un véritable succès. Et pendant le Tokyo Game Show, il a répondu à des questions justement concernant ce jeu. On lui a demandé si, pourquoi pas, voir arriver ce jeu sur les consoles actuelles. Et il a déclaré, je cite, j'ai toujours voulu que nous revenions en arrière et que nous révisitions l'espace Mech Assault, Mech Warrior. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses dans cette franchise qui, d'une certaine manière, étaient en avance sur leur temps et ce serait bien d'y retourner et de les revisiter. Nous n'avons pas de plan aujourd'hui, ce n'est donc pas une fuite de quoi que ce soit. Alors, monsieur Phil Spencer, c'est pas une fuite, où est-ce que vous en êtes sûr? Moi, j'ai un petit doute tout de même, parce que c'est vrai donc qu'il adore cette série des MechWarrior, Mech Assault. C'était des jeux vraiment fabuleux, comme il le dit, un peu en avance sur leur temps à l'époque. C'était vraiment bien. Et quand il dit de les voir revisiter, alors il parle peut-être de remaster ou autre chose. Mais en fait, quand j'ai vu cette news, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vu il y a déjà un petit moment. C'était en début d'année. J'ai fait mes petites recherches et j'ai enfin trouvé. C'est pour ça que quand il dit il ne s'agit pas d'une fuite de quoi que ce soit, je ne suis pas si sûr que ça. Et on va voir ça ensemble. Pourquoi est-ce que je mets cette petite hypothèse? C'est qu'à l'époque du début de cette année, c'était autour du 10-11 janvier dernier, eh bien, le directeur de Piranha Games, le président de Piranha Games, qui est à l'origine de MechWarrior, Mech Assault, avait déclaré lors d'un podcast, et je cite, nous travaillons toujours sur MechWarrior, ce qui m'a quelque peu surpris car nous avons été capables de travailler dessus aussi longtemps, ce qui est formidable. Tout le monde sait que le DLC 4 de MechWarrior 5 va sortir et il y a un autre jeu, MechWarrior, en cours de développement chez Piranha. Ce n'est pas MechWarrior Online 2, ce n'est pas le successeur de MechWarrior Online, ce n'est pas un jeu multijoueur en ligne. Pensez plutôt à quelque chose dans le même genre que MechWarrior 5, mais en tant que jeu standalone, un produit autonome. Oui, il y a un autre, MechWarrior, qui est en développement au sein de Piranha Games, un jeu très probablement donc solo, qui sera une sorte de standalone, donc autonome. Et en ce qui concerne l'annonce du jeu, c'est-à-dire l'annonce de sa présentation, il a déclaré que le jeu sera annoncé plus tard. Je ne sais pas, si je devais deviner, ce serait peut-être, qui sait, quelque part en 2023, peut-être même aussi tard qu'à l'automne, en septembre ou autre. Et bien en septembre, nous y sommes en plein dedans. Cette petite déclaration de Phil Spencer, comme quoi il ne s'agit pas d'une fuite ou une petite annonce déguisée un peu en sous-marin, j'y mets quelques doutes, parce que le président de Piranha Games l'avait lui-même déclaré en début d'année qu'il y a un MechWarrior qui risquait d'être annoncé courant septembre, on est en plein dedans, ou un petit peu plus tard, donc à surveiller, voir peut-être ce mois de septembre ou octobre, novembre, bref, l'année 2023, la fin de l'année 2023 approche, il reste encore pas mal de temps pour pouvoir annoncer le retour des fameux MechWarrior sur console Xbox. Voilà les amis, c'est terminé pour l'épisode du jour des News Gaming. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo, vous avez aimé mes news, même si c'était très Xbox et Phil Spencer. Ne vous inquiétez pas, d'autres news concernant d'autres constructeurs, d'autres jeux, d'autres éditeurs arrivent très vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, les pouces, les partages, les commentaires. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires avec impatience parce qu'à chaque fois, c'est fun, c'est drôle, c'est super sympa, échanger avec vous, c'est vraiment bien. D'ailleurs, bientôt, on pourra échanger un peu plus sur Discord, par exemple. Peut-être qu'un jour, j'ai la fibre aussi qui arrive, donc on pourra faire des lives, échanger vraiment en live ensemble, ça risque d'être pas mal, ça aussi. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des News Gaming dès demain. Ça sera l'épisode 149, les amis, bonne journée à tous, bye bye.